Jacqueline Rains Crackman et Melvin Uphoff. Jacqueline Jackie Rains Crackman, âgée de 18 ans, a été vue pour la dernière fois par sa famille lorsqu'elle était chez ses parents à Columbus, Ohio, le 24 septembre 1965. Ce jour-là, elle a laissé ses 2 enfants aux soins de ses parents car elle allait assister à un mariage à Glenwood, Iowa, avec sa colocataire. Mais Jackie n'est jamais revenue pour récupérer ses enfants. Peu de temps après, ses parents ont découvert que la colocataire de Jackie était revenue de l'Iowa. Mais lorsqu'ils lui ont parlé, elle a qu'à révéler qu'elle avait déposé son ami quelque part, mais ne voulait pas dire où. Lorsque les autorités ont finalement commencé à enquêter sur la disparition des années plus tard, elles ont découvert que le seul couple qui s'était marié à Glenwood ce week-end-là ne connaissait ni Jackie ni sa colocataire, et après avoir parlé avec la colocataire, ont déterminé que la jeune fille de 18 ans avait probablement quitté de son plein gré. Au moment de sa disparition, Jackie était en train de divorcer. Elle s'était mariée à 16 ans et avait donné naissance à son premier enfant peu de temps après, mais le couple s'était séparé plus tôt en 1965, avant que son mari ne demande le divorce en septembre. Sa sœur a dit aux autorités que Jackie avait préparé 2 valises pour le Dream pour le voyage, ce qu'elle trouvait étrange puisque c'était censé être un séjour de week-end, pas plus de quelques jours. Apparemment, sa voiture a été retrouvée plus tard à l'extérieur de sa maison, mais ses valises avaient disparu. Pendant ce temps, Melvin Uphoff, âgé de 31 ans, a disparu de Rising City, Nebraska, après avoir passé la journée avec sa femme et ses 4 enfants et avoir dîné avec ses parents. Il a dit à sa femme, alors qu'elle préparait les enfants pour le coucher la nuit du 24 octobre 1965, exactement un mois après la disparition de Jackie, qu'il sortait pour aller chercher de la bière. Pourtant, il n'est jamais revenu chez lui. En 1965, des rumeurs au sein de leur communauté locale disaient que le couple était parti ensemble après avoir eu une liaison. Melvin a disparu avec sa collection de pièces et son Oldsmobile de 1954. Son véhicule n'a jamais été retrouvé et il a été déclaré mort dans les années 1970. Pendant des années, les familles de Jackie et Melvin ont été laissées dans l'ignorance, sans réponse quant à ce qui était arrivé à leurs proches. Selon le Charlie Project, Jackie n'a été signalée disparue que dans les années 90, bien que sa sœur ait noté que la police en 1965 ne s'intéressait pas à l'affaire, déclarant « Je ne pense vraiment pas qu'il y ait eu une enquête ». Si c'était le cas, cela n'a pas abouti à grand-chose. Un documentaire sorti en 2008 a montré que personne n'avait interrogé le colocataire de Jackie ou son mari séparé après sa disparition. La sœur de Jackie a plus tard ajouté qu'une femme ressemblant à sa sœur disparue avait assisté à l'enterrement de leur mère et s'était une fois présentée à son lieu de travail, mais avait quitté les 2 scènes avant qu'elle ne puisse être interrogée. Pendant des décennies, personne ne savait ce qui était arrivé au couple, mais enfin, en mai 2009, la vérité a éclaté lorsque les autorités ont retrouvé les 2 et leur ont parlé au téléphone. Melvin et Jackie avaient quitté leur famille pour débuter une nouvelle vie à 2. La porte-parole de la patrouille de l'État du Nebraska, Deb Collins, a noté que le couple n'a commis aucun crime et est parti de son plein gré. Elle a refusé de préciser où ils vivaient maintenant car le couple avait demandé à ce que leur vie privée soit respectée. On ne sait pas encore s'ils ont contacté les 6 enfants qu'ils ont abandonnés. Après 44 ans, leurs affaires ont finalement été résolues. Tanya Catch McCrum, née le 14 octobre 1981, Tanya Catch McCrum a fait les gros titres nationaux lorsqu'elle a soudainement disparu au milieu des années 90. Étudiante à la Cornell Middle School à McKeesport en Pennsylvanie, Tanya, âgée de 14 ans, a été liée d'amitié et préparée par le gardien de sécurité de l'école, Thomas Oz, un homme de 24 ans, son aîné. Tout a débuté quand Oz a découvert que Tanya séchait les cours, mais il a juré de garder le secret. Tanya s'est attachée à l'homme plus âgé, reconnaissante de sa compréhension. Au cours des mois suivants, Oz a commencé à sortir Tanya de la classe pour parler et a commencé à la gâter avec des cadeaux allant des sucreries et des fleurs à de l'argent pour des cigarettes. Tanya réfléchirait plus tard qu'elle était particulièrement vulnérable en 1996. Sa vie à la maison était tumultueuse car elle subissait le divorce laid de ses parents et elle avait commencé à sécher les cours parce qu'elle était impitoyablement harcelée. Lorsqu'elle a confié ses problèmes à Oz, il a tenté de la persuader de quitter le domicile pour s'installer avec lui. Après qu'il l'a embrassée dans l'escalier, elle a commencé à croire qu'elle était amoureuse de l'homme de 38 ans. Tanya est arrivée chez Oz à McKeesport, à quelques kilomètres seulement de sa propre maison, le 10 février 1996, soulagée de pouvoir prendre un nouveau départ. Mais la situation est devenue immédiatement un cauchemar.
Oz vivait avec ses parents et son fils adulte et a fait de grands efforts pour empêcher Tanya d'être découverte, la confinant dans sa chambre et la forçant à utiliser un seau comme toilette. Tanya n'était pas autorisée à quitter la maison, même pas pour aller à l'école. Elle était enfermée tous les jours dans la chambre de Oz et subissait régulièrement des abus sexuels. Elle se nourrissait des restes des repas de Oz et était forcée de consigner ses abus dans des journaux écrits pour qu'il puisse se vanter auprès de ses collègues et ses amis. Tanya a déclaré plus tard « Il m'a fait tenir un calendrier de nos actes sexuels pour que je connaisse les dates ». Plus tard, Tanya a confié à The Independent que la peur l'empêchait de sortir. « Il avait menacé de me tuer dans mon sommeil », a-t-elle dit au journal. « Il a menacé de me jeter dans un sac poubelle et de me jeter dans la rivière. » À 18 ans, elle a découvert qu'elle était portée disparue en voyant son nom et sa photo dans le journal local. Vers la même période, elle a enfin pu quitter la chambre de Oz. Il lui a donné un nouveau nom, Nikki Allen, et l'a présenté à sa famille comme sa petite amie qui allait emménager. Bientôt, Tanya a été autorisée à quitter la maison, notant qu'il lui faisait confiance pour sortir, car il savait qu'elle était endoctrinée. Elle se rendait le plus souvent à l'église ou à l'épicerie du quartier, mais elle avait toujours un couvre-feu strict et devait regarder l'heure pendant qu'elle était loin de la maison. Sa première sortie dans le monde réel avait été intimidante, se souvient-elle, déclarant « Il m'avait donné ses instructions spécifiques et tout, et je suivais les instructions, faisant ce que je devais faire, mais j'étais comme un cerf pris dans les phares là-bas. » Sortir avec le reste de la société a fait réaliser à Tanya que sa relation avec Oz n'était pas normale. Sans qu'il le sache, elle a bientôt commencé à travailler quelques heures par jour dans son délit local, le JJ's Deli Mart, qui était dirigé par Joe Sparico. Elle a développé des amitiés avec Joe et ses collègues et a bientôt réalisé « J'ai vu comment une famille devrait être et j'ai dit « C'est ce que je veux ». En 2006, 10 ans après sa disparition et le début du cauchemar, Tanya a raconté à Joe ce qui lui était arrivé. Elle lui a dit que s'il allait sur un site web pour les enfants disparus, il y verrait sa photo. Joe a ensuite contacté son fils, un ex-policier qui connaissait le cas de Tanya. Peu après, les enquêteurs sont arrivés chez Oz et l'ont arrêté. En 2007, Thomas Oz a plaidé coupable à une myriade d'accusations, y compris des agressions sexuelles statutaires, la corruption d'un mineur et des agressions indécentes aggravées, pour n'en nommer que quelques-unes, et a par la suite été condamné à 15 ans de prison. Lors de son audience, Tanya a lu une déclaration d'impact de la victime et lui a dit qu'elle n'était plus sa marionnette. Elle a ajouté que tu as volé son innocence et son enfance. Tu m'as fait croire que ma famille ne m'aimait pas, que personne ne se souciait de moi à part toi. Pendant 10 ans, tu m'as contrôlé. Oz a été libéré de prison en 2022 et est un délinquant sexuel enregistré. Tanya, pour sa part, a déclaré qu'elle est très heureuse dans la vie. En 2017, elle a coécrit le livre « Mémoire d'une enfant sur un carton de lait, l'histoire de Tanya Catch ». En 2018, elle s'est mariée et est devenue belle-mère. Et bien qu'elle ait initialement eu une bonne relation avec son père après l'enlèvement, elle a depuis révélé qu'il pense qu'elle est en partie responsable de ce qui lui est arrivé, ce qui les a conduits à devenir étrangers l'un pour l'autre. Elle est très proche de sa mère qui a tout fait pour l'aider à reconstruire sa vie après son retour chez elle. Elle a également depuis rencontré Joe, qu'elle crédite de l'avoir sauvée d'une situation terrible, et les deux ont rattrapé tout ce qui s'était passé dans les années qui ont suivi. Tanya est très franche sur les dangers du toilettage et parle souvent de ce que les jeunes peuvent faire pour repérer les signes d'un prédateur. Elle a noté « Nous sommes dans une ère différente, mais cela n'a pas changé sur la façon dont ils vous préparent et comment ils vous attirent et ont mentalement cette emprise sur vous. » Paul Joseph Frontczak est né le 26 avril 1964 à l'hôpital Michael Reese à Chicago, Illinois, de Chester et Dora Frontczak. Cependant, la joie que ses parents ont ressentie à sa naissance a rapidement été étouffée lorsque Paul a disparu de l'hôpital. Selon Dora, une infirmière est entrée dans la pièce et lui a dit que le médecin voulait examiner le bébé. Dora a remis son fils et il ne lui a jamais été rendu. Selon les témoignages, la femme qui avait pris Paul était vêtue en infirmière sans faire partie du personnel. Elle a par la suite fui l'hôpital et n'a plus jamais été vue. La recherche subséquente de Paul Frontczak a été la plus grande chasse à l'homme que la ville de Chicago ait jamais vue et a impliqué 175 000 employés des postes, 200 policiers et le Federal Bureau of Investigation. 600 maisons ont été fouillées en moins de 24 heures, mais aucun signe du bébé disparu n'a jamais été découvert.
L'histoire a fait les gros titres dans tout le pays et les Franczak ont lancé des appels désespérés pour le retour en sécurité de leur bébé, Dora déclarant « Nous voulons juste récupérer notre bébé et espérons qu'elle en prendra soin ». Pendant 2 ans, Chester et Dora Franczak ont pleuré la perte de leur nouveau-né pendant que les enquêteurs poursuivaient chaque indice qu'ils trouvaient. Malheureusement, à l'époque, la police avait très peu d'éléments à exploiter, disant aux parents que le groupe sanguin et la forme des oreilles étaient à peu près les seules pistes qu'ils avaient. À l'époque, on pensait que la forme de l'oreille d'un nourrisson était aussi individuelle qu'une empreinte digitale. Les autorités ont enquêté sur l'histoire d'environ 10 000 bébés, mais aucun n'a été identifié comme Paul. Puis, en 1966, le Federal Bureau of Investigation a contacté les Franczak à propos d'un bébé abandonné qui avait récemment été placé en famille d'accueil. Le garçon, à qui on avait donné le nom de Scott McKinley, avait été trouvé abandonné en juillet 1965 au milieu d'un centre commercial animé à Newark, New Jersey. L'enfant a été trouvé dans une poussette et avait un œil au beurre noir. Le Federal Bureau of Investigation s'attendait à ce que les parents réclament immédiatement l'enfant, mais personne ne l'a fait, il a donc été placé en famille d'accueil. Les autorités soupçonnaient qu'il pourrait s'agir du disparu Paul Franczak, car c'était le seul garçon qu'ils ne pouvaient pas totalement exclure de l'enquête. Contactés, Dora et Chester sont allés au New Jersey chercher le bébé, pensant que c'était leur fils. Bien plus tard, Paul a déclaré que sa mère pouvait, je cite, soit dire « je ne suis pas sûr » et remettre cet enfant dans le système, soit dire « oui, c'est mon fils » et même s'il ne l'était pas, sauver cet enfant de ce qui pourrait être une vie horrible. Il a ajouté « elle a fait ce qu'elle pensait être juste et je suis content qu'elle l'ait fait ». Pendant des années, la famille y a vécu ensemble en harmonie. Mais les soupçons de Paul ont commencé à être éveillés quand il avait 10 ans et a découvert des coupures de journaux sur l'enlèvement dans un espace de rangement où il avait été à la recherche de cadeaux de Noël. Quand il a confronté ses parents à ce sujet, ils lui ont dit qu'il avait effectivement été kidnappé quand il était bébé. Mais, je cite, « Nous t'avons trouvé, nous t'aimons, toi, et c'est tout ce que tu as besoin de savoir ». En y réfléchissant plus tard, Paul a dit qu'il a ensuite commencé à s'interroger sur son identité, mais n'en a jamais parlé à ses parents. En vieillissant, il en a appris davantage sur ce qui lui était arrivé quand il était bébé, déclarant « Mon père a dû quitter le travail, aller à l'hôpital et dire à sa femme que le bébé avait disparu. Vous vous croyez en sécurité à l'hôpital, mais c'est là que votre bébé est enlevé. » En 2012, Paul a finalement cédé à son désir de connaître la vérité. Il a fait un test acide désoxyribonucléique et a demandé à ses parents de faire de même. À sa surprise, ils ont accepté. Pendant des années, il avait voulu faire un test acide désoxyribonucléique avec ses parents, non pas par malheur, mais par curiosité. Je voulais juste connaître la vérité. J'avais toujours trouvé une raison de ne pas le faire. Je ne voulais pas leur nuire, mais à un moment, j'ai eu besoin de savoir. Les 3 se sont rencontrés pour passer le test, mais Dora et Chester ont ensuite appelé Paul et lui ont demandé de ne pas le soumettre. Il l'a quand même fait et on lui a dit qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il soit l'enfant biologique de ses parents. Paul se souvient encore de l'appel téléphonique ce jour-là, lorsqu'il a appris que tout ce qu'il savait sur lui-même était faux. Il a déclaré qu'il avait l'impression que sa vie telle qu'il la connaissait était finie. Je sentis mon visage pâlir. Je ne pouvais pas penser. Je suis devenu tout en sueur. Tout ce que je pensais savoir sur moi-même, mon anniversaire, mes antécédents médicaux, être polonais, être catholique, même être taureau, est passé par la fenêtre. Et pendant une seconde, je ne savais pas qui j'étais. Alors qui étaient ses parents et qu'est-il arrivé au vrai Paul Franczak? Ces questions semblaient plus difficiles à répondre maintenant que Paul connaissait la vérité sur sa famille. L'année suivante, un groupe de généalogistes bénévoles appelés les détectives de l'acide désoxyribonucléique a pris en charge le cas de Paul. En juin 2015, ils ont annoncé qu'il était Jack Rosenthal d'Atlantic City, New Jersey, né en 1963, disparu en 1965 et porté disparu depuis plus de 40 ans. De plus, sa sœur jumelle, Jill Rosenthal, avait aussi disparu. En parlant avec ses proches biologiques, Paul a découvert que tout à coup, les membres de la famille ont juste arrêté de voir Jack et Jill Rosenthal. Leurs parents, Gilbert et Marie, donnaient toujours des excuses quant à l'endroit où se trouvaient les jumeaux et pourquoi ils n'étaient pas disponibles pour voir les visiteurs. De plus, les jumeaux avaient été gravement maltraités et négligés pendant leur enfance, un parent prétendant avoir vu les enfants assis dans une cage. Selon tous les témoignages, leur père souffrait de troubles de stress post-traumatique et de problèmes de colère tandis que leur mère était alcoolique. Un autre témoin, une baby-sitter pour les Rosenthal qui s'occupaient de leurs autres enfants, a une fois été priée de laisser les jumeaux seuls à l'étage. Quand la baby-sitter est quand même allée vérifier, elle les a trouvés dans une pièce vide avec seulement 2 berceaux.
La pièce sentait l'urine car les draps n'avaient jamais été changés et les 2 enfants étaient en salle. Elle a remarqué l'œil au beurre noir de Jack. Les Rosenthal étaient furieux quand ils ont découvert la babysitter avec les jumeaux. Après avoir appris la négligence de ses parents, Paul a déclaré « Mes vrais parents n'étaient vraiment pas très gentils. Je suis reconnaissant que mon abandon m'ait permis d'être avec les Fronczak. Ils ont sauvé ma vie. » Paul a d'abord cru que quelque chose de tragique était arrivé à Jill et qu'en conséquence, il avait été abandonné parce qu'il ne pouvait pas expliquer un seul jumeau. Cependant, dans les années suivantes, il a changé d'avis et a exprimé sa croyance que Jill pourrait être en vie. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités a créé une image de l'apparence potentielle de Jill adulte, malgré l'absence de photos d'elle bébé. L'artiste a créé le portrait en se basant sur les images de plusieurs membres de la famille. Elle reste introuvable pour l'instant. Gilbert et Marie Rosenthal sont décédés dans les années 90, ils ne peuvent donc être interrogés ou tenus responsables de ce qui s'est passé. Enfin, en 2019, le vrai Paul Fronczak a été localisé. Il a été identifié comme Kevin Rebati et l'annonce a été faite l'année suivante, après sa mort à son 56e anniversaire. Avant sa mort, il a parlé plusieurs fois au téléphone avec Dora Fronczak, mais ils n'ont pas pu se rencontrer avant son décès. Kevin a été élevé par Lauren Fountain qui sortait avec un médecin basé à Chicago quand elle a soudainement déménagé en Arkansas pendant 1 an avant de revenir avec le bébé. Cependant, Lauren est décédée en 2004 et on ignore comment elle a pu avoir le garçon disparu avec elle. En 2024, de nombreuses questions demeurent dans cette affaire. On ne sait pas qui a emmené Paul de l'hôpital ou ce qui est arrivé à Jill Rosenthal, mais les enquêtes se poursuivent. Toute personne ayant des informations sur la disparition ou le lieu de résidence de Jill Rosenthal peut contacter le Centre national pour les enfants disparus et exploiter au 18008 435678. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.